Ravi de vous retrouver pour ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Paul Rumpé sera le porte-flambeau du parti Foscori pour un Bénin émergent à la présidentielle d'avril 2026 au Bénin. Il a été désigné ce mercredi par ses pairs. Paul Rumpé s'impose ainsi comme le premier challenger officiel du duo désigné par la mouvance présidentielle. Après les jeunes et diverses personnalités publiques, le corps du Christ se joint au soutien du duo présidentiel. Ce mercredi, les cadres et responsables évangéliques du Bénin se sont réunis à Cotonou pour annoncer leur engagement en faveur de Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata. Et puis, hors du Bénin, en Afrique du Sud, le leader des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, a été reconnu coupable en vertu de la loi sur le contrôle des armes à feu. Plus de précision dans un instant. La FCBE a officiellement désigné son candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Le choix s'est porté sur Paul Rumpé, actuel secrétaire exécutif national du parti. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion du bureau politique tenue ce mercredi. La réflexion se poursuit quant au choix du colistier ou de la colistière qui accompagnera Paul Rumpé dans la course présidentielle. Le profil retenu sera dévoilé dans les prochains jours suivants. Le parti Foscori pour un Bénin émergent a désormais son candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Il s'agit de Paul Rumpé, actuel secrétaire exécutif national du parti. Sa désignation a été actée à l'issue d'une réunion tenue ce mercredi par les responsables de la formation politique. Ancien ministre sous Boniaï et ex-maire de la commune de Bopa, Paul Rumpé n'est pas un inconnu sur la scène politique nationale. En 2021, il avait déjà été colistier d'Alassane Soumanou, président d'honneur de la FCBE, lors de la précédente élection présidentielle. Bien qu'il soit officiellement désigné comme tête de duo, son colistier pour l'élection à venir n'a pas encore été révélé. La candidature de Paul Rumpé s'inscrit dans le cadre de l'accord tripartite conclu entre la FCBE, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. Paul Rumpé devient ainsi le premier challenger officiel du duo de la mouvance présidentielle. Ce dernier est conduit par Romuald Wadani, actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Il a été désigné en août 2025 comme candidat de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain. Sa colistière n'est autre que Mariam Tchabi Talata, actuelle vice-présidente de la République. Le duo Wadani-Talata sera investi le 4 octobre 2025 à Parakou, tandis que celui de la FCBE conduit par Paul Rumpé sera officiellement investi le 11 octobre 2025. Un troisième duo porté par le parti Les Démocrates est également attendu. Le parti dirigé par l'ancien président Boniaï a lancé un appel à candidature pour désigner ses représentants à la présidentielle. Selon le chronogramme de la Commission électorale nationale autonome, le dépôt des candidatures se déroulera du 10 au 14 octobre 2025. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 12 avril 2026. La vague de soutien au duo présidentiel s'élargit. Après les jeunes et plusieurs personnalités, ce sont les cadres chrétiens évangéliques du Bénin qui se sont prononcés en faveur de Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata. Réunis ce mercredi à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, ils ont officiellement annoncé leur engagement. Le point avec Romaric Doussa. Après plusieurs jours de prière, de méditation et de concertation, les cadres et personnalités chrétiens évangéliques ont enfin rendu public ce mercredi 1er octobre leur soutien sans faille à la candidature de Romuald Wadani à l'élection présidentielle de 2026. En prélude à la cérémonie d'investiture du duo candidat de la mouvance présidentielle, le 4 octobre prochain, ses frères et sœurs en Christ et serviteurs de Dieu, comme un seul homme, élèvent leur voix vers le ciel pour que Dieu prenne contrôle de l'événement et dispose les cœurs pour des élections apaisées. Nous voulons être désormais des acteurs dans la cité. Celle de la terre et lumière du monde. Notre voix doit désormais compter.
notre prière doit s'élever et notre engagement doit être visible. En ce jour, donc, nous plaçons notre confiance non dans la force humaine, mais dans le Dieu Tout-Puissant, qui tient les destinées des nations dans ses mains. Nous déclarons que le Bénin est et restera sous le couvert de sa grâce. Que Dieu bénisse son Excellence Romuald Wadagni. Que Dieu bénisse le corps de Christ. Que Dieu bénisse le Bénin. Nous demandons aux chrétiens de s'engager avec nous afin que le gouvernement, je dirais le futur gouvernement du président Romuald Wadagni soit une agence établie par notre Dieu, à l'instar de nos églises pour servir la nation béninoise. Loin d'une démarche politique ou partisane, cette action est hautement spirituelle et citoyenne. Pour les membres du Creuset, Romuald Wadagni incarne un serviteur compétent et visionnaire dont le parcours témoigne de rigueur, de fidélité et d'amour pour la patrie. Nous, femmes chrétiennes du Bénin, discernons dans la candidature de M. Wadagni Romuald un leadership d'emprunt, de compétences, de sens du service et de vision d'avenir. Nous croyons qu'avec lui, le Bénin peut franchir une nouvelle étape de son développement. Aujourd'hui, en tant que chrétiens évangéliques, nous décidons d'être le sel et la lumière dans toutes les sphères de notre pays. Ainsi, avec Romuald Wadagni, nous affirmons notre volonté de mettre nos compétences au service du bien commun. Ces assises de Cotonou ont également connu la présence de l'honorable Gérard Agbenochi, chrétien évangélique. Il promet rendre fidèlement compte de cet engagement des cadres et personnalités chrétiens évangéliques au candidat Romuald Wadagni. Chers frères et sœurs, votre engagement d'aujourd'hui est une semence qui portera demain des fruits pour notre nation. En soutenant le duo, vous affirmez que les chrétiens prennent pleinement leur place dans l'histoire politique de notre pays et vous vous positionnez comme des ambassadeurs de paix et des porteurs d'espérance pour notre pays. Que le Seigneur bénisse vos travaux, votre engagement, votre détermination. Qu'il bénisse le Creuset. Selon les cadres, Dieu est l'alpha et l'oméga. En témoigne leur démarche de le mettre au début et à la fin de la cérémonie. Les prières de grâce, les prières de bénédiction, de réussite, les prières pour le Dieu va les exaucer. Et tous les obstacles qui se dresseront en chemin seront aplanis. Tout comme les murs de Jéricho, nous ne les ignorons pas. Ils vont exister, mais ils vont s'écrouler les uns après les autres. Toujours dans le même registre, certains participants ont partagé leurs impressions à l'issue de ces assises. Ils sont au micro de Romary Kadossa et Bernardin Bonbo. Notre rôle essentiel en tant que sel de la terre et lumière du monde, c'est effectivement d'être des éclaireurs sur le plan spirituel, de veiller également à élever constamment les besoins de la nation devant le trône de Dieu. Et donc notre rôle effectivement au sein de la nation, c'est effectivement de continuer à présenter cette nation sur tous les plans afin que Dieu, donc dans sa divine miséricorde, continue de déverser sa bénédiction, sa protection, sa main sur notre nation et que nous puissions, ce que la Bible nous recommande, c'est donc d'être là comme on va dire des sentinelles qui se tiennent à la brèche de manière à ce que Dieu puisse chaque fois avoir son regard sur la nation et continue de nous garder dans la paix, dans la sécurité et dans la prospérité. Alors nous allons dire que le combat ne fait que commencer. Nous ne prenons rien pour acquis. Nous croyons qu'il y a du travail.
il y a du travail de mobilisation, il y a du travail de sensibilisation, il y a du travail à déconstruire également les mensonges du camp adverse sur tout ce qui a pu se passer durant les 10 années à venir. Donc ce travail-là, nous savons que nous devons le faire de manière méthodique, de manière élaborée, jusqu'à ce qu'on ait à la fin, au soir de la proclamation des résultats, la victoire sans embâche, sans faille de ce duo candidat Romiad Wadagni et Mariam Chabi Talata. Ce choix est motivé du fait que si nous voyons un peu l'aspect dans l'autre monde politique, avec les partis politiques, il y a tellement de choses qui se passent, mais chez nous, dans la communauté chrétienne, nous voulons rester unis dans la prière pour que notre nation soit basée sur le sang de Jésus-Christ. On a choisi ce duo Talata Romiad Wadagni parce que nous voyons que sans l'appui divin, aucune nation ne se bâtisse. Du coup, nous avons choisi, apporté par nos prières, surtout par nos prières, que cette nation se base désormais sur Romiad Wadagni. La paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est un comportement. Et si vous ne priez pas, ce n'est pas évident. Nous avons convié maintenant à cette séance toute la nation béninoise à prier. Il n'y a pas que les chrétiens dans le pays. Tous ceux qui sont des croyants, qu'à chaque niveau, que nous élevons la voix vers le ciel afin que le Dieu, le seul créateur, puisse nous entendre et déverser sa paix et sa joie sur la nation. Si je parlais tantôt de la rosée de l'Hermont, cette rosée amène souvent la fraîcheur, et la fraîcheur qui est accompagnée de la paix de Dieu. Et quand nous avons cette paix, la nation se portera mieux. Mais nous sommes convaincus, et nous connaissons ce Dieu du Bénin, nous le connaissons. Il aime tellement ce pays, et il écoute nos prières. Et cette prière qui est faite aujourd'hui, c'est des prières de foi, c'est des prières de conviction, que Dieu nous a entendus, et que cette paix, à partir de maintenant, gagne le Bénin et que les élections se porteront mieux dans la paix, dans la quiétude. Merci, honorable. C'est à moi de vous remercier. Et dans le reste de l'actualité, dans l'est de la République démocratique du Congo, la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila a suscité de vives réactions. La décision du tribunal militaire résonne particulièrement à Goma. Après l'annonce de sa condamnation à mort, l'inquiétude des habitants de Goma est palpable. Nombre d'entre eux craignent que la condamnation de Kabila n'entraîne davantage de violence et de division. Le reportage. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila par la justice a provoqué une onde de choc. Une décision retentissante, notamment à Goma, aujourd'hui sous contrôle de la rébellion AFC M23, où l'ex-chef d'État avait il y a encore quelques mois rencontré les nouveaux maîtres de la ville. L'annonce a sémé l'inquiétude dans une ville déjà ébranlée par les violences. Nous, habitants de Goma, nous voulons que la paix revienne. Nous souffrons déjà à cause de la guerre. La condamnation de l'ancien président ne va pas apporter la paix. Il devrait se mettre autour d'une table pour voir comment trouver une solution. Son arrestation risque d'aggraver la situation. Si réellement il travaille avec le M23, quand il sera arrêté, le M23 sera en colère. Joseph Kabila a été condamné par contumace par la haute cour militaire de Kinshasa à la peine capitale pour trahison, complicité d'assassinat et participation à un mouvement insurrectionnel. Une sentence qui a immédiatement suscité la colère du mouvement rebelle M23. Et la condamnation à mort du président Joseph Kabila, sous prétexte des solieux supposés avec l'AFC M23, n'est pas seulement une théâtralisation de la justice, mais c'est aussi une violation grave de la déclaration des principes. Dans une région minée par des années de conflits, cette décision de justice pourrait bien fragiliser davantage un climat politique et sécuritaire déjà sous tension. Les analystes redoutent une nouvelle escalade des tensions.
Alors du point de vue sociologique ou politique, avec l'actualité aujourd'hui au pays, toutes les parties prenantes, y compris la communauté internationale, a lancé un appel à la RDC de pouvoir créer des conditions de dialogue à l'interne pour créer des conditions de l'unité nationale par rapport à tout ce qui se passe en RDC. La condamnation de Joseph Kabila, je pense qu'aura un effet très négatif par rapport à l'unité nationale. Cette annonce intervient à la veille d'une rencontre diplomatique majeure entre Kinshasa et Kigali, censée relancer la lutte conjointe contre les FDLR. Mais sur le terrain, de Goma à Bukavu, le scepticisme prévaut. Beaucoup craignent que cette condamnation alimente une nouvelle spirale de violence. Un tribunal sud-africain a déclaré ce mercredi Julius Malema coupable d'avoir enfreint la législation sur les armes à feu pour avoir tiré avec un fusil d'assaut lors d'un rassemblement en 2018. Julius Malema, 44 ans, à la tête du Parti des combattants de la liberté économique, est connu pour ses discours enflammés et pour attisser les tensions politiques tant dans son pays qu'à l'étranger. Suivant. En Afrique du Sud, Julius Malema a été reconnu coupable mercredi d'avoir enfreint la loi sur les armes à feu. Lors d'un incident survenu en 2018, le chef de l'opposition sud-africaine avait été filmé en train de tirer avec un fusil lors d'un rassemblement politique. En tant que révolutionnaire, aller en prison ou mourir est un honneur. Nous ne pouvons pas avoir peur de la prison, nous ne pouvons pas avoir peur de mourir pour la révolution. Donc, quoi qu'ils veuillent faire, ils doivent savoir que nous ne renoncerons jamais aux idées et aux 7 piliers fondamentaux de l'EFF, ni à notre objectif d'exproprier les terres sans compensation. Le leader du parti économique Freedom Fighter parle de racisme après le verdict. Ce combat ne s'achèvera pas aujourd'hui. Nous allons faire appel, puis nous irons devant la Cour suprême et enfin devant la Cour constitutionnelle. Nous ne nous battons pas pour cette affaire, nous nous battons contre le racisme pur et simple. Une vidéo devenue virale montrait Julius Malema tirant avec son arme lors du 5e anniversaire de son parti dans la province du Cap-Oriental. Un groupe de pression Afrikaner, Afrique Forum, avait alors porté plainte contre lui. 2 personnes ont été abattues ce mercredi alors qu'elles tentaient de prendre d'assaut une brigade de gendarmerie dans le sud du Maroc. Ces violences se sont produites en marge de protestations pacifiques pour de meilleurs systèmes d'éducation et de santé et alors que pour la première fois, les manifestations avaient été autorisées. Suivant. Depuis 5 jours consécutifs, le Maroc est le théâtre de manifestations initiées par le collectif Gen Z 212 récemment apparu sur la plateforme Discord. Mercredi soir, 2 personnes ont perdu la vie dans le sud du pays au cours d'une violente tentative de prise d'assaut d'un poste de gendarmerie, selon les autorités locales citées par l'agence MAP. Les assaillants, munis d'armes blanches, ont tenté de s'emparer d'armes et de munitions, contraignant les gendarmes à faire usage de leurs armes à feu dans le cadre de la légitime défense. Un premier bilan fait état d'environ 300 blessés, dont 263 dans les rangs des forces de l'ordre. Plus de 400 personnes ont été interpellées, tandis que 142 véhicules de police et 20 voitures privées ont été incendiées. Les manifestants ont également pris d'assaut des administrations, des agences bancaires et des commerces qu'ils ont pillés et saccagés, notamment à Inzegan et Oujda. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a indiqué que toute personne coupable d'actes illégaux sera sanctionnée avec fermeté. 193 personnes ont déjà été poursuivies en justice pour leur implication dans des actes de vandalisme du mardi 30 septembre. Le Vatican a servi de cadre à une importante rencontre sur les enjeux climatiques marqués par la présence d'Arnold Schwarzenegger, acteur emblématique et ancien gouverneur de Californie. Il a animé une conférence réunissant experts de l'environnement et militants du monde entier. L'événement, qui s'est déroulé sur 3 jours, célèbre le 10e anniversaire du manifeste historique du pape François sur le climat. Ce texte fondateur appelait déjà à une mobilisation mondiale contre le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. C'est après moi. Arnold Schwarzenegger a donné une conférence sur le climat au Vatican cette semaine.
C'était à l'occasion du 10e anniversaire de l'encyclique historique du pape François sur l'environnement, intitulée Laudato Si, consacrée aux questions écologiques. L'acteur s'est montré engagé pour la planète. Je suis très heureux d'avoir été invité ici, car je pense que c'est un moment très important que l'Église catholique participe à ce mouvement environnemental. Car j'ai toujours dit que cela ne pouvait être accompli que si tout le monde travaillait ensemble. Il n'y a pas un seul être humain qui puisse gérer et mettre fin à toute la pollution. À cette occasion, l'ex-gouverneur républicain de Californie a marqué sa différence de vue sur la question climatique avec le président américain Donald Trump, plutôt sceptique sur le sujet. Nous leur avons montré qu'avec les lois environnementales les plus strictes, nous avons réussi à réduire nos gaz à effet de serre et notre pollution de 25%. Nous avons ajouté 1 million de toits solaires. Nous avons augmenté les énergies renouvelables de 19% à 70%. Nous avons mis en place le système de plafonnement et d'échange, l'initiative pour les bâtiments écologiques, une loi et un principe après l'autre. Et savez-vous ce qui s'est passé avec l'économie? La Californie n'a pas seulement les lois environnementales les plus strictes et n'est pas seulement la seule à avoir progressé aux États-Unis. Nous sommes également numéro 1 sur le plan économique. Schwarzenegger se consacre à la cause environnementale depuis qu'il a quitté ses fonctions politiques en 2011. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.